Donc, le mouvement social, d'ailleurs, le terme mouvement social, je suis en train de réfléchir à en parler avec d'autres camarades, c'est peut-être un mouvement politique, hein, plus qu'un mouvement social, on en parlera. Tout à fait. Donc, bloquons tout, indignons-nous, bloquons tout. Je vais revenir peut-être rapidement sur la jeunesse du mouvement. Après, on pourra parler un peu de moi, comment j'ai vécu les choses dans le Nord, sur l'agglomération lilloise, on va dire. Toi, Lucie, tu étais plutôt en milieu rural sur cette période-là. Exact. Ouais. Donc, on peut comparer, puis après étendre la discussion. Donc rapidement, François Bayrou avait fait une déclaration, enfin, avait présenté un budget le 15 juillet, un budget très austéritaire, on s'en souvient, avec des mesures. Il y avait la fameuse année blanche, c'est-à-dire pas d'augmentation des cotisations en suivant l'inflation. Enfin, voilà, tout un tas d'augmentations normalement qui ne sont même pas votées, qui sont instaurées dans la loi pour justement que les minima sociaux suivent un petit peu l'évolution de l'économie. Donc, il voulait faire une année blanche sans augmentation en disant oh, c'est que 5 euros. 5 euros quand on est, quand on est ric-rac, c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc, vraiment un projet voilà, de casse sociale. Il voulait faire des économies sur les personnes en situation de cancer. Enfin, il voulait. Bon, il y avait évidemment les 2 jours fériés. Ça, c'était un projet de. C'était un peu tout le monde avait compris que c'était le truc bidon fusible que le Cornu d'ailleurs a fait sauter. Le Cornu, l'actuel, enfin actuel, j'allais dire actuel Premier ministre, mais Premier ministre en démission, enfin voilà, c'est pas très clair. Mais le remplaçant, François Bayrou, l'a fait sauter de suite parce que tellement c'était grossier. Sauf que cette stratégie, voilà, de faire, c'est un truc très classique que la droite a toujours fait, même la gauche de droite, de proposer un projet honteux, de faire semblant de faire 3 concessions. Regardez, on nous a supprimé qu'un seul jour férié ou aucun, tellement nous sommes bons. Ça a des limites quand on pousse le bouchon tellement loin qu'on n'arrive plus à refermer la bouteille. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que du coup, il y a eu, c'est venu des réseaux sociaux de sphères en effet dites souverainistes de droite, d'extrême droite, un peu genre de, voilà, un peu ces sphères-là, proches de Florent Philippot visiblement, qui ont une semaine après appelé à, enfin même dans les jours qui suivaient, appelé à tout bloquer, à bloquer l'économie. Alors c'est encore flou, on va détailler. Et donc le 21-22 juillet, des groupes Telegram ont été créés et moi, pour vous dire, j'ai été dessus le 23 ou le 24. Donc assez rapidement, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes. Quand j'y suis allé, il devait y avoir 3-4 000 personnes déjà quand même. Et ça était en train de se structurer, de parler. Il y avait des anciens groupes Gilets jaunes. Il y avait en effet des personnes qui venaient de mouvances plutôt souverainistes de droite, voire même d'extrême droite, genre j'ai tâté un peu. Mais contrairement aux Gilets jaunes, ce qui s'est passé, c'est que la gauche, les personnes avec une sensibilité de gauche, gauche radicale, on va dire, n'ont pas du tout été timides cette fois-là. Et sont allés sur les conversations de suite pour pas reproduire l'erreur des Gilets jaunes en se disant on sait pas trop, c'est pas la bonne manif syndicale comme on aime bien. Et donc, beaucoup de personnes de gauche sont allées dessus, ou en tout cas qui avaient une sensibilité qui ne leur poussait pas à avoir un projet réactionnaire. Et, euh, et donc ensuite, très vite, il y a eu des groupes par région, par département, etc. Et en fait, ce mouvement a complètement échappé des mains des personnes qui avaient lancé ce truc. Donc très rapidement, à partir, je dirais, vraiment d'août, quasiment tous les éléments les plus réactionnaires ont été virés. Et quand je dis éléments réactionnaires, il y avait vraiment des suprémacistes blancs, des néo-nazis, qui m'ont moi-même insulté, par exemple, pour mon prénom, simplement. Ils ne supportaient pas qu'un type s'appelle... Enfin, c'était vraiment ce niveau d'extrémisme, hein, quoi, pour certains. Et donc, dans les admins et tout, il y a des gens, parfois de la France Insoumise, parfois d'autres mouvances antifascistes, autonomistes, enfin voilà, plein de groupes on va dire, progressistes au sens large, quoi, qui ont pris un peu le manette avec des gilets jaunes. Donc, très vite, des règles ont été instaurées de non-discrimination des membres. Ensuite, il y a eu des groupes CGT locaux qui ont appelé, alors CGT ou Sud, syndicats solidaires, qui ont appelé justement à soutenir le mouvement. Donc, je sais que dans le Nord, l'Union départementale avait appelé le 5 août, donc c'est assez tôt. Et en fait, suite à cette pression de la base, la CGT, la CGT nationale avait appelé donc à la fameuse grève du 10 septembre, même si c'était un peu en traînant les pieds, mais quand même, ils l'ont fait, pas l'intersyndicale qui a dû avancer sa date, on va y revenir, mais voilà. Et donc, il y avait différents modes d'organisation, différentes réflexions. On va dire les éléments peut-être les plus droitiers disaient qu'il fallait, ou un peu plus confus, on va dire, disaient oui, on va payer en espèces, on va pas sortir de chez nous, en disant des trucs du style, vraiment, il y avait des choses comme ça. Hein. Si personne sort de chez soi, ça a tout bloqué. Alors voilà, on essaie d'expliquer que ça marchait pas comme ça. Peut-être un jour ça marchera, hein, mais si là juste personne sort de chez soi, il va pas se passer grand-chose.
Et donc, il y avait des modes d'action, mais il y avait une vraie réflexion, je trouvais, qui avait appris à la fois des Gilets jaunes et à la fois de la réforme des retraites, où on voyait bien qu'à un moment, il y avait, hélas, c'est triste, hein, mais seul le rapport de force économique, en tout cas, qui fonctionnait. Donc, il y avait une volonté de bloquer. Alors, bloquer, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la grève générale, ça peut être des blocages citoyens. C'était plutôt ces modes d'action-là qui ressortaient pour l'instant, avec des blocages de style on se met à 100, 200, 300 sur un rond-point, on le bloque d'une différente manière. Ça peut être avec des vélos, avec des marches, avec des palettes. Enfin, voilà, un peu, voilà, ce genre de choses. Et c'est un mouvement vraiment, enfin, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est un mouvement qui était au moins aussi important que l'acte 1 des Gilets jaunes le 10 septembre en termes de mobilisation. Et même plus techniquement parce que c'était un jour de semaine, alors que les Gilets jaunes c'était un samedi. Donc un mercredi, il y avait, c'est dur à estimer, mais on va dire entre 300 et 500 000 personnes quand même, parce que tout le monde ne pouvait pas forcément être bien recensé vu que ce n'était pas la bonne manif classique mesurable. Il y avait des manifs aussi qui étaient faites, mais il y avait souvent des modes d'action un peu hybrides qui se passaient. Mais la différence, voilà, c'est que on parlera du jour plus, comment dire, on rentrera plus dans le détail de comment les journées sont passées, mais voilà, il y a vraiment eu une volonté du pouvoir qui est toujours traumatisé des Gilets jaunes, hein, faut pas oublier ça, qui est toujours traumatisé de ça, et qui a eu une stratégie de crever le mouvement dans l'œuf. C'est-à-dire que les blocages étaient très bien instaurés, en tout cas je parle en région lilloise, mais je voyais beaucoup d'endroits en France, d'après les infos, ce qui tournait sur le réseau, il y avait des blocages vraiment bien instaurés entre 6h et 8h du matin, mais énormément de policiers ont été mobilisés, autour de 80 000, donc c'est absolument énorme. Il faut vous dire que le nombre total de policiers mobilisables sur un instant T, c'est 108 000. C'était ce qui s'était passé pendant les Jeux Olympiques. Donc là, c'était 80 000 sur 108 000. Il y avait même des drones. Moi, on a vu des drones sur l'île utilisés, des camions à eau, des flashballs. Enfin, voilà, évidemment du gazage lacrymogène, je ne l'ai même pas mentionné. Et la manifestation s'est faite fortement gazer, évidemment, même si elle était... Voilà, il y avait des éléments un peu qui avançaient, mais globalement, ça restait relativement pacifiste, la manifestation de l'après-midi qu'il y avait eu pour nous sur l'île. Donc voilà, c'était fortement réprimé. Donc je vais continuer peut-être après sur ce qui s'est passé courant septembre et le rapport avec l'intersyndical, mais peut-être Lucie, ouais, si tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé par chez toi, même en amont et le jour même. Ouais, c'est pour rebondir sur certains points dont tu as parlé, c'est vrai que moi j'ai oscillé entre un endroit donc, très rural qui se trouve autour du Vercors, donc le Diois, et puis plutôt petite agglomération qui est Lorient en Bretagne. Et donc concernant les actions de blocage, c'est vrai que étant donné que c'était un mouvement social, un mouvement politique qui partait de la base, le caractère spontané de ce mouvement a permis de s'adapter aux spécificités géographiques et d'urbanisme même local. C'est-à-dire que par exemple, pour prendre l'exemple de Die, c'est une petite ville fortifiée avec un grand axe national qui est seulement une route à 2 voies qui passe en fait par là. Et donc les actions de blocage qui se sont mises en place par la traversée en fait de passage piéton, il a suffi de bloquer que 2 accès en passant en toute légalité sur ces passages piétons pour créer pour créer un vrai blocage et pour que vraiment ça ait une résonance. Et donc en fait ce qu'on voit c'est que le fait que ce soit comme dit, hein, que ce soit un mouvement aussi plutôt spontané, même s'il a été déjà discuté des mois à l'avance, mais le fait d'avoir comme ça des assemblées générales citoyennes et non affiliées à des partis, ça a sans doute aussi permis d'être plus flexible sur ce qui s'est mis en place aussi le jour J. Donc ça, c'est déjà sur la paralysie des transports, c'est déjà un point que je voulais soulever. Sur la grève des cartes bancaires, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, même si, voilà, effectivement, ça se discute de l'efficacité économique de cette initiative. Mon observation, c'est que aussi, de toute façon, c'est disons quelque chose qui peut être tué dans l'œuf par la routine économique. Enfin, pour prendre l'exemple, moi, mon expérience, en l'occurrence, le 10 septembre, c'était un jour de marché à Die. Donc, j'imagine que dans la ruralité, ce genre d'événements, c'est difficile aussi de les bloquer. C'est difficile un peu de contrecarrer, voilà, la routine commerçante sur place. Et donc, au final, c'est vrai que ça se discute l'efficacité de ça. Voilà. Et ce que tu disais aussi sur l'arsenal qui a été déployé par les forces de l'ordre, parce que c'est aussi un point important, la réponse des autorités par la force. C'est vrai que de ce que tu
tu as décrit, le déploiement de drones, de la police montée, de canons à eau, etc. On est vraiment sur un arsenal qui est numériquement de plus en plus important au fil des manifestations, que la violence policière continue d'augmenter et que ça a été la consécration à travers les mouvements du 10 septembre. Moi, ce qui m'a choqué, hein, c'est le fait que d'être, par exemple, en toute légalité à traverser des passages piétons pour créer du blocage, et qu'au bout d'un moment, la police intervienne en disant nous, de toute façon, c'est la force, quoi. En parfaite inconstitutionnalité, finalement, parce que la police arrive et vient s'opposer à des mouvements au sens physique du terme, hein, mais citoyens qui sont parfaitement légaux. Donc voilà, on a complètement on est dans une dimension policière qui est hyper autoritaire, et voilà, ça a été consacré au moment du 10 septembre. J'illustre, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup d'autres exemples, mais on y reviendra peut-être après. Peut-être, je sais pas, Maxime, toi, tu étais basé, je sais pas si tu étais basé en Allemagne ces derniers temps, et ce que tu as pu en observer, peut-être ce que tu penses aussi du traitement d'ailleurs qui a été fait, du traitement médiatique depuis l'Allemagne. C'est vrai que je me suis noté aussi quelques éléments par rapport à ça, mais ça peut être bien. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'étais en Allemagne. Moi, je suis resté. Moi, je suis en Allemagne. De toute façon, j'ai pas pu rentrer en France. Donc voilà, ici, forcément, il s'est pas passé grand-chose. En plus, nous à Düsseldorf, on n'a pas une capacité de mobilisation comme à Berlin, par exemple, où j'ai vu qu'il y a quand même des gens qui sont rassemblés sur la Pariserplatz ou des choses comme ça. Moi, ce qui déjà, j'ai quand même été impressionné par le nombre. Et je veux dire, on pourra toujours discuter des chiffres, mais c'est vrai que les images qu'on voit, et en plus dans des lieux où on n'a pas l'habitude aussi de voir du monde. Je pense à Place des Fêtes, par exemple, à Paris. De voir cette place remplie qui était à côté de chez moi, là où j'habitais avant, rue des Couronnes, c'était je veux dire, c'est inhabituel, tout simplement, quoi. Mais même, je veux dire, puis en plus, ça a vraiment été dans toute la France. Par des mesures, par des actions, comme tu le dis, juste traverser, etc., des passages piétons. Mais tout de suite, dès le matin, en fait, on a eu très rapidement des tonnes d'images de violences policières, en fait, et des choses où j'ai l'impression, dans les médias bourgeois, c'est des choses qui sont complètement devenues normales, en fait. Je les regarde pas vraiment, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui a été traité. Je veux dire, c'est des gens qui viennent tous les jours expliquer qui est dans le cercle républicain, ou je sais pas quoi, mais je veux dire, qui sont complètement hors justement de ce cercle. Je veux dire, en fait, là, ils ont plus le choix, quoi. En fait, on voit que c'est juste la violence. Il n'y a plus de discussion, c'est la violence. Et maintenant, la question, c'est, comme tu le dis, Jam, ils ont mobilisé quasiment tout ce qu'ils pouvaient mobiliser. Le truc, c'est qu'en fait, ils l'ont fait quand les actions se font les semaines, ils ont le temps de récupérer. Par contre, s'il y a 3 jours d'affilée de blocage, est-ce qu'ils peuvent mobiliser 3 jours d'affilée 80 000 policiers? Probablement pas. Donc après, voilà, je veux dire, moi, c'est facile à dire. Et est-ce que la grève générale se décide comme ça d'un claquement de doigts? Mais c'est vrai qu'on voit pas aujourd'hui comment dire, de volonté, en tout cas des centrales syndicales, parce que je pense qu'à un moment, c'est quand même aussi le blocage de l'outil de production qui fait la différence aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on voit pas cette volonté parce que 80 policiers, ne serait-ce que sur 3 jours, ils tiennent pas. Donc, probablement pas. Ouais, absolument. Moi, j'ai 3 choses à dire. C'est d'abord sur le traitement médiatique. Du coup, j'ai beaucoup écouté la radio, moi, le 10 septembre, parce que j'étais beaucoup en voiture à tourner, à essayer d'aller sur différents points. Et je me suis retrouvé d'une manière ou d'une autre à faire un peu l'indic, en fait,
sur beaucoup de situations. Et donc, j'écoutais beaucoup la radio. Et le soir, notamment, alors le matin, toute la journée, ça invitait des... C'était la classique, quoi. L'émission Rhinocéros avait bien couvert ça avec Jules et Lumi sur Blast. Ça invite les petits commerçants qui font pas tourner leur restaurant, enfin les trucs vraiment, on s'en fout un peu. Et enfin, toujours les petits avis des petits réacs, etc. Ça invite évidemment les policiers, moins les victimes. Et le soir, du coup, il y avait un peu des débriefs. J'étais tombé sur France Inter. Donc on peut se dire c'est un peu le moins pire, même si bon, beaucoup de gens ont un peu compris la nature de cette chaîne avec ce qui s'est passé, notamment autour de l'équipe un peu Charine Vanhoenacker, Guillaume Meurice, etc. Et donc le soir, c'était une émission avec des sociologues un peu sérieux qui parlaient calmement, qui disaient pas des trucs trop réac visiblement. Et donc ils étaient quand même c'était un peu le bilan de la soirée dans les médias mainstream, c'était que c'était un flop, quoi. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Finalement, il s'est rien passé, il n'y a pas tant eu de blocage. Bon. Et donc, il y avait quand même des gens qui intervenaient. Il y avait une dame un peu âgée, une retraitée, il me semble, qui, je sais plus, d'une ville un peu équivalent à 10, c'était pas 10, mais un peu dans ce style-là, quoi. Petite ville, voilà, quelques petites dizaines de milliers d'habitants, un peu plus, dans ces eaux-là. Et elle disait, nous, il n'y a pas de manif. C'est vrai qu'il y a un peu moins de monde que ce que je pensais, mais il y a quand même du monde. Et finalement, c'est un peu les anarchistes qui ont pris l'avant, et donc on est parti un peu en manifestation comme ça, et au bout de 100 mètres, on s'est fait gazer, et des gens se sont fait taper. Et donc, elle dit ça, et la présentatrice, elle dit « Ah oui, vous mentionnez les violences, on en reparlera d'ici la fin de l'émission, mais arrêtons-nous quand même sur le fait que vous étiez moins nombreux que prévu. » Il parle de ça 20 minutes, et c'est la fin de l'émission. Donc, ils ont vraiment invisibilisé les violences, alors qu'une dame venait de témoigner de violences policières. Alors, on a vu des images, des gamins de maternelle gazés. Une personne, il y a une vidéo qui a tourné qui est vraiment horrible. Enfin, c'est un camion à eau qui a tiré en pleine tête une personne et on a l'impression que c'est un mannequin désarticulé. Enfin, et la personne a des pertes de mémoire, coma. Enfin, c'est des choses vraiment graves. Moi aussi, comme tu dis, Lucie, on a vu des choses quand on était sur place, des choses vraiment violentes. Des personnes qui se sont fait plaquer devant moi, des prises de photos et tout. Enfin, voilà, nous, on s'est fait gazer 7-8 fois sur le même carrefour alors qu'on était vraiment tranquillou en manif. Enfin, on était là avec des... Enfin, vraiment... Et après, il y avait une policière la même journée qui disait que c'était interdit d'avoir des masques et des gouttes sur celle de la lacrymo, mais sans ça, on mourrait. Enfin, et moi, je veux dire, petite anecdote, c'est un peu drôle dit comme ça, mais sur l'île, c'était impressionnant. Il y avait donc Place de la République à Lille, une sorte de petit colisée, on s'était fait coincer là-bas, tout en se faisant gazer. Enfin, vraiment, c'était horrible. On essaye, ils nous avaient empêché de sortir, vraiment, on n'avait plus d'échappatoire, quand même, quand on essayait de partir, pour vraiment nous garder là, un peu peut-être pas nous traumatiser, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, nous faire sentir qu'on ne pouvait rien faire. Au moins, on a un échappatoire, on y va. Ils nous ont foncé dessus avec des chevaux. Ça paraît un peu fou, on a eu des rires nerveux comme ça, on disait mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient là sur des chevaux à nous courir dessus. Enfin, vraiment, c'était... C'est archaïque. Il n'y a même pas de mots, quoi. C'est cool. Ah non, mais et vraiment, on a eu des réactions de peur et de rire nerveux, je me souviens, parce que c'était quand même hallucinant, quoi. Donc, on avait ça. Mais un point que je voulais mentionner sur la spécificité du mouvement, on l'a un peu dit rapidement, mais j'aimerais qu'on s'arrête dessus, c'est comment on s'est organisé. Et en fait, il y a eu des assemblées citoyennes qui ont été organisées un peu sur un style, on va dire, un peu de nuit debout, en fait. Enfin, c'est un peu un mix entre nuit debout et gilets jaunes en termes d'organisation. Et moi, je trouvais que c'était vraiment un mix... Enfin, ce mouvement, je trouvais que c'était un peu on va dire, un apprentissage de nuit debout, des gilets jaunes et de la réforme des retraites. Réforme des retraites pour pas se soumettre à l'intersyndical parce qu'on voyait que c'était une stratégie perdante. Il n'y avait pas du tout un rejet du monde syndical en général. Il y avait beaucoup de militants syndicalistes qui étaient présents, qui voulaient se battre et tout. Mais il y avait un rejet de cette stratégie-là des greffes saute-mouton. On fait une greffe toutes les 2-3 semaines. Et enfin voilà. Et donc, vers mi-août, à peu près, sur l'île, c'était le 15 août, mais à peu près tout le monde, entre le 15 et 20 août, il y a eu des assemblées organisées près de chez vous, normalement, si vous étiez sur le territoire. Et donc voilà, ça a pris, ça a pas progressé. On est monté à 300-400 sur l'île pour les plus grosses. Et c'est quelque chose qui continue d'ailleurs. Il y a toujours des assemblées hebdomadaires, même maintenant. Il y en a une après-demain sur l'île. Je sais que ça continue dans plein d'endroits. Il y a moins de monde, évidemment, parce qu'il y a un creux. L'intersyndicale a quand même joué, honnêtement, c'est un peu triste, mais a joué son rôle pour calmer, apaiser le mouvement, en faisant le 18, il y a quand même du monde le 18, mais après, du creux, ça a ramolli. Et on arrive le 2 octobre, qui était une marche pour beaucoup de monde, on avait parlé, je me souviens avec Lucie, qui était un peu déprimante, honnêtement.
Bon, voilà, c'était des marches un peu molles. Mais bon, il y a des actions qui sont faites et voilà, il y a une tentative d'ancrer le mouvement dans la durée et je sais qu'il y a une perspective, même si on vient de milieux différents parmi les gens qui s'organisent encore, qui viennent aux réunions, aux assemblées, il y a une vraie tentative on va dire, de tendre vers des formes de conseils de quartier, ce qu'on peut appeler des soviets hein, à un moment. Les soviets, j'ai voilà. Mais voilà, donc il y a ce projet-là en tout cas, et je pense que c'est une des spécificités vraiment intéressantes. Et même si là on est dans une vague de creux, il y a une volonté d'étendre le mouvement et d'organiser des assemblées. Donc, on pourra. Voilà, pour rebondir un peu sur ça, Hicham, d'ailleurs, justement, c'est le cas dans les grandes villes comme dans les petites. Et effectivement, ce côté, ce parallèle avec les soviets et ce côté assemblée de quartier, on voit que ça, au-delà du fait de consolider le mouvement et de faire vivre les propositions qui y sont liées, c'est aussi un moyen de créer du lien social. Je sais que à Die, par exemple, l'idée c'est de se retrouver donc tous les mardis avec sur la base d'un apéro populaire pour parler du mouvement. Donc le côté en fait de faire en sorte que des gens qui ont construit le mouvement ensemble localement continuent à se voir et en fait, ça aussi, c'est une donnée toute simple, mais créer du lien social aussi dans la ruralité et voir que les gens se soutiennent aussi dans ces milieux un petit peu plus isolés des grands centres de pensée politique et de brouhaha politique. Je trouve ça génial aussi de voir ça vivre au local. Mais pardon, c'est un peu une parenthèse, une aparté non, c'est là-dessus. intéressant. Je voulais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai qu'on est comme on est dans une phase de creux, il y a une réflexion. Justement, on a des réflexions. Moi, je sais que, en fait, je suis allé à Lille, mais je vis pas à Lille. Et comme beaucoup de monde de l'agglomération lilloise, Lille, c'est plutôt une petite ville en soi. C'est 250 000 habitants sur plus d'1 million de personnes dans la métropole, 1,1 million à peu près. Et moi, je suis plutôt côté Roubaix-Tourcoing. Je suis une petite ville à côté, mais bref, on va dire Roubaix-Tourcoing. Et Roubaix-Tourcoing, il y a eu 2-3 trucs, mais pas tant que ça. Alors qu'il y a beaucoup de monde dans des situations extrêmement précaires, beaucoup de travailleurs et travailleuses qui gagnent pas tant que ça et qui ont intérêt, justement, comme énormément de monde, à s'organiser. Mais ce mode d'action n'était pas forcément. Il y avait beaucoup de soutien populaire, mais les gens disaient ah oui, ça a l'air pas mal, mais bon, ça me concerne pas plus que ça. Puis comme ça affaiblit forcément venir dans l'assemblée pour venir en assemblée. Beaucoup de gens comprennent pas trop l'intérêt. Donc il y a des réflexions actuellement pour avoir des événements autres autour de la joie populaire, comme tu dis. Ça paraît un peu naïf dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre pour sortir des gens de la déprime et du fatalisme. C'est ce que je vois le plus, c'est ce qu'on observe le plus en fait au quotidien, je trouve. Et donc il y a des événements, par exemple à Lille, là, il y a un événement ce samedi 11 octobre. Le but, c'est un peu de financer la lutte. Donc, c'est un événement avec des associations, des syndicats, avec un peu des micros ouverts, des débats, etc. Et des concerts qui auront lieu pour faire venir un peu plus de monde. Et beaucoup de gens sont allés motivés. Et on est sur des réflexions sur justement faire des événements dans les quartiers populaires à Roubaix, à Tourcoing. Donc, voilà, il y a plein d'idées. Je ne vais pas forcément les détailler là, mais il y a plein d'idées pour pousser les gens à intervenir sans arriver avec un rapport, je viens prêcher la bonne parole, et refaire une sorte j'allais dire aristocratie ouvrière, mais un peu de, voilà, on vient prêcher la bonne parole, faites comme nous on veut pour s'organiser. Donc voilà, il y a toute une réflexion en cours sur comment faire durer le mouvement, mais il y a encore un noyau dur qui est plus petit, mais qui tient et qui organise des assemblées. Et c'est ça qui est vraiment important. Et je pense que c'est un acquis de ce mouvement-là. Et on est beaucoup, en tout cas, à essayer de faire perdurer cette logique. Exactement. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, mais il y a Mathie du coup qui nous a rejoint pour ce débat. Salut Mathie. Et du coup, tant qu'on est sur ce thème, je voulais aussi rejoindre ce que tu disais sur. J'aime pas le terme de récupération, mais sur le fait que les syndicats, en tant qu'organisation, à l'avant-garde en fait de la lutte institutionnalisée, le fait que les syndicats aient un peu repris le lead sur le mouvement. Vous, c'est un peu quoi votre positionnement là-dessus? Parce qu'au final, je suis assez mitigée sur le fait que, est-ce que ça va aider le mouvement a perduré tel qu'il est parti à la base? Est-ce que justement ça a été un handicap pour le mouvement Bloquons Tout? Ouais, je pose ça là. Mathias, t'es mute. On t'entend pas. Non.
Bah, du coup, moi, je peux dire un petit truc le temps que Mathias règle le micro. Nous, en fait, ça dépend parce que bon, tout le monde ici le sait, mais défendre des idées, c'est extrêmement matériel. Défendre une lutte, c'est très matériel. Et donc, certains syndicats sont mis à disposition, par exemple, pour imprimer des tracts et des affiches. Ça, c'est une forme de soutien. Et un soutien très conséquent. Certains syndicats, par exemple, c'est le cas à Lille, nous ouvrent la porte des bourses du travail pour s'organiser parce que l'été, on faisait des réunions dehors, mais maintenant, temps lillois oblige, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits de la France, on est obligé de faire des réunions en intérieur. Et donc, avoir une grande salle où on peut être entre voilà, 200, peut-être 300 même à des moments, c'est pas mal. Donc, voilà, ça peut être des soutiens, mais ça dépend beaucoup, en fait. En fait, faut se dire que c'est comme il n'y a pas une CGT, il y a des CGT. Et il y a parfois des conflits entre des unions locales, des unions départementales, la tête, au sein de certains groupes. Et donc, il y a souvent toujours des gens favorables, honnêtement. Le syndicat solidaire est souvent aussi très, très favorable à ce genre de choses. C'est plutôt sa logique d'être dans l'auto-organisation. Donc, en général, les militants et militantes de solidaire sont vraiment présents. Les militants CGT, ça dépend, il y a des cultures différentes. Il peut y avoir aussi des différentes organisations. Il y en a qui sont plus autonomistes, qui ne sont pas syndicalisés, et d'autres qui sont plus à vouloir imposer une orga. Et donc, parfois, il y a un peu des jeux de compromis, de dire, bon, en effet, il faut un peu d'orga, mais il faut aussi laisser les gens un peu s'exprimer. Donc, voilà, c'est des débats, mais c'est très localisé en soi, et ça dépend vachement des endroits. Et même sur comment la manif se déroule, moi, c'est des choses que je connaissais assez peu. Et j'évolue sur le mouvement, sur en fait, comment on mène une manif. Il y a des personnes qui vont être devant la CGT. Voilà, c'est des choses, ça paraît anodin, mais ça renvoie une image, ça renvoie comment les policiers vont se comporter vis-à-vis de nous aussi pendant la manif. Donc voilà, c'est tout un tas de réflexions que j'apprends, qu'on découvre, et voilà, il y a des débats comme ça. Donc voilà, il y a du soutien. On est obligé d'avoir les syndicats. Si je devais juste dire un truc, on ne peut pas faire sans eux malgré toutes les critiques. Faire de l'antisyndicalisme, c'est primaire, ça n'a aucun sens, c'est même très extrême droitier. Critiquer les directions syndicales, je pense, c'est un point, une des bases communes du mouvement, si je devais résumer. Organisation par la base, démocratie plus directe et critique des directions syndicales, je dirais que c'est les 3 points, j'en oublie sans doute, mais 3 points qui réunissent vraiment les gens. Mais en tout cas, oui, il n'y a pas de rejet des syndicalistes, et voilà, ça dépend un peu. Parfois, c'est des rapports interindividuels aussi, suivant les endroits. Bon, voilà. Ok. Est-ce que tu m'entends là? Ouais, c'est bon. Parfait. J'espère qu'il n'y a un bruit de fond derrière. J'espère que c'est pas trop fort. Ça va. C'est pas grave, en fait, on va faire avec. Ouais. J'ai une petite question. Il y a des dates, les syndicats, ils ont prévu quelque chose ou ils sont en bloc motus pour l'instant en attente? Voilà, c'est ça. Non. L'intersyndical a bien fait le taf pour tuer le mouvement, là. Pour ramollir, c'est du bon travail. Voilà, donc la réponse est un peu donnée d'une certaine façon. Mais de votre côté, est-ce que vous pensez à reprendre la main parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure que vous vouliez un mode d'action qui change un petit peu de la grève perlée, mais c'est vrai que finalement, il y avait cette date du 10, il n'y avait que cette date du 10, quoi. Ouais, c'est vrai, non, c'est sûr. C'est pour ça, en fait, disons qu'il y a certains modes d'action qu'on ne peut pas faire sans l'intersyndical. Les grosses manifs, ça n'a aucun sens sans l'intersyndical. Il y a des gens sur l'île qui ont essayé de faire une manifestation, il n'y a pas une communication. Voilà, il y a à peine quelques dizaines de personnes, ils ont dû annuler le truc parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est bien qu'ils aient essayé, ils se sont rendus compte de la limite, et voilà. Mais bon. Donc, il y a des tentatives de. En fait, il y a aussi des courants qui se disputent un peu. Il y en a qui sont plus pour un blocage, on va dire, citoyen, dire on va faire une action de blocage à 200 sur ce rond-point. D'autres, donc je fais un peu plus partie. Je ne dis pas que ce mode d'action n'a aucun sens. Je pense qu'il a du sens pour donner des images, même dire que les gens sont en colère. Je pense que c'est important, ça donne des choses. Mais espérer faire un blocage réellement économique de ce point de vue-là, pour moi, c'est pas possible de généraliser ce blocage citoyen suffisamment pour que, voilà, c'est ma vision des choses, peut-être que je me trompe, j'espère, mais donc il y a des réflexions plus autour d'aller voir le monde du travail, d'aller voir le monde étudiant, et voilà, actuellement, là, comme on est dans une phase de creux, il y a des logiques qui se combattent, mais en tout cas, en termes d'action, on a fait beaucoup de tractage, soit dans les quartiers populaires, des marchés, vers des facs, dans des entreprises, pour justement faire ramener des gens, essayer de se coordonner un peu. Et voilà, il y a des débats, mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, toujours, le point commun, c'est de garder les âgés, mais en effet,
disons, voilà, parfois, et puis même sur les dates, tu vois. Parfois, c'est des dates, tel groupe national, mais qui a aucune légitimité. Telegram qui envoie, ouais, on va faire un truc le 9, 10, 11 octobre. D'autres disent, bah, non, nous, on a prévu autre chose. Enfin, donc, bon. C'est pour ça, c'est vraiment en construction, c'est pas facile. Le 10, c'était très annoncé, mais on peut pas faire. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire sans les syndicats. Enfin, ça n'a vraiment pas de sens. Mais bon, on essaie de participer à On peut créer pas des faire sans les missions. syndicats. Ouais. On peut pas faire sans les syndicats, mais un truc aussi que je voulais rajouter, c'est par exemple peut-être de s'appuyer aussi. Je sais que nous, les lycéens et lycéennes, par exemple, ont été hyper impliqués dans le mouvement au local et qui ont même été, par exemple, la journée du 10 septembre a commencé par un sitting des lycéens dès 7 heures du matin. Et ensuite, ils ont vraiment fait partie aussi de ceux qui ont l'idée un petit peu les blocages, etc. Donc, je pense que de peut-être aussi rendre vraiment la participation lycéenne visible et d'encourager aussi cette participation-là, qui du coup est nécessairement en dehors de l'action syndicale. Enfin, je pense que ça peut être aussi vraiment enrichissant pour le mouvement de garder un pied aussi dans l'institution qui est le lycée ou même voilà, pas forcément en tout cas de garder cette dimension-là au cœur du mouvement. Voilà. Peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez parlé un peu, enfin, les conséquences politiques, elles ont quand même déjà été énormes, non, de tout ce mouvement-là, non? Je veux dire, voilà, Bayrou est parti avant même qu'il commence, puis on peut dire le cornu, c'est quand même ça, parce que je veux dire, si la droite, elle veut pas trop se montrer avec les macronistes, c'est qu'elle a peur elle voit que tout le monde en a marre, quoi, et personne veut. Donc tout ça, en fait, ce qu'on appelle la crise politique, enfin, c'est clairement un résultat et presque une victoire déjà de tout ça, en fait, qui est devenu extrêmement politique. Et donc, je pense que les partis ont aussi, du coup, le rôle, non? C'est partis politiques. Et bon, voilà, c'est à la fois comment on se fait relais de tout ça et comment on incite, on s'appuie et on incite à garder la mobilisation aussi dans les deux sens, quoi, en fait. Et bon, bah là, voilà. Je ne vais pas en dire plus, mais chaque parti joue un peu sa partition. Et voilà, mais je pense en tout cas, il y a aussi les syndicats, puis là, c'est presque l'étape supérieure, je dirais, c'est les partis, parce que c'est devenu vraiment une question institutionnelle pratiquement. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même eu des victoires, ça a créé du rapport de force. Enfin, voilà, encore une fois, on sort pas 80 000 policiers pour rien. Bayrou serait pas parti s'il n'y avait pas eu ça. Tu as absolument raison de le dire. Et Maxime avait dit un truc très juste, c'est qu'en effet, tu veux pas faire 80 000 le mardi, le mercredi, le jeudi. Mais ça s'organise. Tu dis pas, hop, allez, venez, on se met tous en grève générale, les amis, et ça va marcher, quoi. Mais après, juste, je réagis à un petit commentaire sur le fait de bloquer, comme quoi ce serait superficiel. En fait, l'idée, c'est plus de créer un rapport de force. Donc, un rapport de force économique notamment. Mais après, j'ai rencontré des personnes qui étaient en effet dans cette optique-là de faire des blocages citoyens, tout bloquer. Mais il faut aussi comprendre d'où ces personnes parlent. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont mon âge, un peu plus jeunes, un peu plus âgées, ça dépend, mais aux environs de la vingtaine, etc., qui sont très précaires. Donc, l'idée de faire une grève au travail, ce n'est pas possible pour eux, vu qu'ils n'ont pas de travail. Et ils veulent faire quelque chose d'un peu plus radical, mais sans forcément se taper. Enfin voilà, ils veulent faire un truc pacifiste, mais désobéissance civile, parce que ça reste quelque chose, une revendication légitime, faire la désobéissance civile. L'insurrection est même dans le droit et même le devoir à l'insurrection est même inscrit dans la Constitution, article 35. Donc voilà, il y a des gens qui, dans leur situation matérielle, veulent s'engager. Alors on peut trouver ça confus, superficiel, mais je comprends aussi pourquoi ces modes d'action sont sortis, parce qu'il y a beaucoup de personnes de milieux précaires qui ont tenté de se mobiliser de cette manière-là et qui sont encore en train de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère préciser un peu d'où vient cette logique. Oui, mais la question, c'est aussi quelle avancée sociale on a eu sans blocage, sans grève, sans qu'il y ait des morts. Il y a peut-être eu des avancées sociales après la Seconde Guerre mondiale, mais parce qu'il y avait des armes en circulation, notamment chez les communistes. Donc bon, mais toutes les avancées sociales,
ont été obtenus comme ça, par la lutte. Y a pas, donc je vois pas en quoi c'est superficiel. Au contraire, là, pour le coup, les semaines de congés payés, c'est très concret. Peut-être juste pour rebondir, Hicham, sur ce que tu disais, ça rejoint un peu effectivement. Il y avait ce petit débat dans les retraites, si faire les manifs en jour de semaine ou le samedi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et c'est plus qu'anodin, parce que justement, ça rejoint un peu ce que tu dis. Les syndicats plus traditionnalistes disent on fait grève, on bloque notre travail et tout. Et comme tu dis, de plus en plus de gens, soit ils ont des travaux pour quelques heures, ils ne travaillent pas ce jour-là, ou alors ils ont peur, voilà, ils se font virer et tout ça, et ils ne sont pas en mesure de faire une grève comme on en connaît, disons, traditionnelle. À cause de cette extrême précarité. Donc la manif le samedi leur permet, disons, une échappatoire de manifester quand même leur mécontentement. Ou alors c'est ce genre d'action, comme tu dis, alternative, qui sortent un peu du cadre traditionnel, disons, dans le travail qu'on connaît. Et là, c'est plus une réflexion stratégique, disons, enfin, sur comment les modes d'action par rapport à la réalité du travail, en fait, des gens. Ouais, puis bon, on est la tête dans le guidon, hein, donc personne ne peut, bien maligne la personne qui peut prédire ce qui va se passer, que ce soit avec les décisions de dissolution, d'émission, j'en sais rien, ou même voilà, ce qui peut déclencher des choses dans la rue. Enfin, il y a vraiment on voit beaucoup de mouvements populaires dans des pays, dans des situations autrement plus précaires que nôtres, mais je pense au Maroc, au Népal, à Madagascar. À Madagascar, ouais. Voilà, mais il y a des choses qui se passent, mais il y a aussi une volonté, c'est une des stratégies qu'on est en train de mettre en place sur Roubaix et Lille, c'est de vraiment se mettre à disposition d'autres mouvements. Et donc, par exemple, nous, on se met beaucoup sur les sujets autour de la Palestine. On essaye de faire énormément d'actions en commun avec les comités de soutien à la Palestine, parce que c'est aussi là qu'on peut trouver plein de personnes. On peut trouver des personnes qui ont un intérêt à faire des actions avec nous, et on est un peu dans une optique, alors je reprends une expression de Frédéric Lordon, un célèbre économiste et philosophe de gauche, qui disait sur Blast, il disait faut faire la stratégie de la bouillabaisse, mettre toutes les revendications dans la marmite et faire chauffer à fond. Nous, dans le Nord, on appelle ça le potchevêche, mais c'est la même chose, quoi, en termes de cuisson. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là où on essaye, comme Lucie parlait des lycéens, lycéennes, on essaye, nous, on n'a pas forcément tant de liens, mais justement, on essaie d'en créer. On allait voir des étudiants et des étudiantes sur Roubaix. Certaines personnes dans des situations, c'est pas facile de se mobiliser, mais voilà, de se mettre à disposition de luttes qui peuvent sembler séparées, de secteurs qui semblent séparés, mais voilà, c'est un peu la logique qu'on essaye pour se relancer, mais parce qu'on veut rester quand même très spontaniste, c'est pas le bon mot, mais à disposition et capable de réagir vite. Parce que si on commence à se dire on fait cette date-là, comme on avait fait avec le 10 septembre, certains disent ouais, on va faire un truc le Black Friday, peut-être, mais ça dépend en fait, comme beaucoup de choses bougent très vite, il faut être capable de réagir, donc c'est bien d'avoir les assemblées pour décider vite. Il y a souvent les assemblées spéciales d'ailleurs qui sont décidées sur les conversations, on se dit en fait c'est trop urgent, on fait un truc mardi, hop, on se retrouve mardi. Voilà, donc il y a des tentatives d'organisation. Mais c'est ça qui est bien, c'est comme on est dans un moment de creux, ça permet de réfléchir plus en profondeur sur la stratégie, on est moins nombreux en assemblée, on peut plus parler de fond, et on revoit l'organisation pour, voilà, en tout cas c'est ce qui est en train de se passer par chez moi, c'est à la fois d'être organisé, mais pas d'être une forme de nouveau syndicat, quoi. C'est pas du tout le but, c'est juste des gens, des citoyens, des citoyennes qui sont là pour se mobiliser. Donc voilà, c'est un peu qui font des retours d'expérience à disposition de qui voudrait rejoindre le mouvement. C'est ça, mais en effet, personne n'a le bouton sur quoi que ce soit, quoi. Donc, c'est des choses qui sont en train d'être mises en place avec des événements autour de la joie populaire, etc. Enfin, voilà. Artistique, on est en train de voir ce genre de choses. Donc, voilà, bon. C'est un peu ce qui est en train d'être mis en place. Ok. Est-ce que un de vous, Maxime ou Mathie, avait quelque chose à rajouter par rapport à ça ou en tout cas, il y a eu, ça a eu le mérite, comme on disait, de bien contribuer, je pense, à l'instabilité et à la fébrilité du non-gouvernement et de l'exécutif actuel. Je sais qu'on qu'on fait cette émission en parallèle d'annonces qui sont finalement un peu des non-sujets qui sont faites actuellement. Ouais. On a eu quelques retours sur là
ce qui s'est dit, je crois, aux 20h. Enfin bref, on vous laissera les uns et les autres aller consulter tout ça. Bref, je ne sais pas si vous voulez un petit peu conclure sur le mouvement ou si on laisse Mathie enchaîner sur sa chronique. Mais peut-être un mot de conclusion vis-à-vis de tout ça. Si quelqu'un est chaud. Oui, je sais pas si... Comme j'ai beaucoup parlé, je sais pas si... Mais... Vas-y. Je dirais juste... disons que quand on est dans une phase de colère populaire, toute forme de décision politique qui tente de trouver une solution institutionnelle, de sauver Macron, etc., pour moi, va à l'encontre des intérêts de la classe travailleuse. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Toute tentative de refroidissement du mouvement social sont honnêtement des prises de position anti-travailleuses, anti-ouvrières pour prendre des termes un peu plus anciens, mais anti-monde, genre du quotidien, tout simplement. Donc voilà, je comprends que certains puissent être dans une logique de on peut gratter peut-être ci, peut-être ça, machin, mais quand il y a une volonté dégagiste, quand il y a des gens qui s'organisent par la base, tenter de refroidir cela par une petite taxe par-ci, par-là, désolé, mais je trouve que c'est faire le jeu de la bourgeoisie. Voilà, moi, c'est la conclusion que j'aurais. On passe le mot à Sophie Binet, donc, qui parlait de... Par exemple. D'autres, j'ai moins d'espoir et elles non plus, mais bon. Ça marche. Ouais. Ben, merci en tout cas. Vas-y, Mathilde. La casserole, hein. Bon, c'est pas que c'est la casserole qui bout, alors on met le couvercle dessus. Alors voilà, des fois on lève un petit peu le couvercle pour que la pression s'évapore un petit peu. Et sauf que, par exemple, aujourd'hui, il se trouve que hier, avant-hier, j'étais beaucoup en voiture, j'ai dû me déplacer, alors j'écoutais beaucoup la radio française puisque je suis à la frontière. Et j'ai l'impression qu'hier, le thème, c'était la démission, pas mal. Et que ça m'étonnait. Et aujourd'hui, c'est la réforme des retraites. Cette histoire de réforme, en plus, c'est la suspension, c'est-à-dire qu'elle est déjà en partie, ce qui a déjà été fait reste. Enfin bon, bref. Et ça, voilà, c'est la casserole qui est en train de bouillir. S'il l'avait fait il y a un an, peut-être ça aurait passé, quoi. Mais là, c'est à peine, elle est au point d'exploser, on la lève d'un demi-centimètre. Donc, elle va quand même exploser, la marmite, je veux dire. C'est plus, je dirais, c'est plus d'actualité, quoi. Enfin, là, on a un autre degré, quoi. Et donc, voilà, comme tu dis, soit on met le couvercle, même si on le lève un tout petit peu, ça va exploser. Et il vaut mieux que ça explose, entre guillemets, le plus tôt pour que ça explose le moins fort possible. Parce que sinon, plus on attend et plus on met le couvercle, plus ça risque d'être désagréable ou incontrôlé, on va dire comme ça. Enfin, c'est un couvercle en plastique là qui va commencer à bien fondre. Déjà, ouais. On va pousser la métaphore jusqu'au bout. Rapidement, pour aller dans le sens d'Hicham, c'est vrai qu'on a souvent des débats avec d'autres, et je pense qu'il y a qu'on diverge avec par exemple entre la France Insoumise et d'autres partis sur l'analyse de la situation actuelle, et je pense qu'on n'est pas la divergence, elle est sur l'urgence de la situation, en fait, ou sur disons ce qu'est le macronisme, en fait. Et c'est vrai qu'à la France Insoumise, disons qu'on n'a rien à en attendre, et même en fait, voilà, on voit très bien que le macronisme, c'est le représentant de la bourgeoisie qui aujourd'hui est complètement à bout de souffle et qui est en train de faire l'alliance avec l'extrême droite. Voilà, et c'est vrai que voilà, donc c'est pour ça que le fait d'aller négocier ou discuter, la question ne se pose même pas. À partir du moment, voilà, où nous, l'analyse qu'on fait, c'est qu'on est quand même dans une situation qui ressemble à une situation au pré-33 en Allemagne, quoi. Ils sont en train de s'allier tout simplement, et ils vont le faire, je pense.